La dernière fois, j'avais essayé de préciser quelques-uns des, ce qui me paraît être les caractères fondamentaux de l'art libéral de gouverner. D'abord, j'avais parlé du problème de la vérité économique et de la véridiction du marché, et puis du problème de la limitation de la gouvernementalité par le calcul du titre. Bon, bien, je voudrais maintenant aborder un troisième aspect, lui aussi je crois fondamental, celui des équilibres internationaux, enfin l'Europe et l'espace international dans le libéralisme. Bon, vous vous souvenez, quand on avait parlé la dernière fois de la raison d'État, enfin l'an dernier de la raison d'État, je vais essayer de vous montrer qu'il y avait comme un équilibre, un système de contrepoids entre ce qu'on pourrait appeler les objectifs illimités à l'intérieur même de l'État et d'autre part les objectifs limités à l'extérieur. Objectifs illimités à l'intérieur par le mécanisme même en quoi consiste l'état de police, c'est-à-dire une gouvernementalité toujours plus appuyée, plus accentuée, plus fine, plus ténue, une réglementation sans borne fixée a priori. Bon, objectif illimité de ce côté-là, objectif limité à l'extérieur, dans la mesure où on trouve à l'époque même où se constitue cette raison d'État et où s'organise cet état de police, on trouve la recherche et l'organisation réelle de quelque chose que l'on appelle la balance européenne dont le principe est celui-ci, faire en sorte qu'il n'y ait aucun État qui l'emporte suffisamment sur les autres pour pouvoir reconstituer en Europe l'unité impériale, faire en sorte par conséquent qu'il n'y ait pas un État dominant tous les autres, qu'aucun État ne l'emporte suffisamment sur l'ensemble de ses voisins pour pouvoir faire régner sur eux sa domination, etc. Le lien entre ces deux mécanismes, celui à objectif illimité, l'état de police, celui à objectif limité, la balance européenne. Ce lien, bien, on le voit, on comprend très facilement dans la mesure, en effet, où, s'il est vrai que l'état de police, ou si vous voulez, les mécanismes intérieurs qui organisent et développent à l'infini l'état de police, ont pour raison d'être, finalité et objectif le renforcement de l'État lui-même. Chaque État, par conséquent, a donc pour cible son renforcement à l'infini, c'est-à-dire une majoration de puissance illimitée par rapport aux autres. Terme clair, la concurrence chez celui qui est le meilleur dans le jeu de la concurrence va introduire en Europe un certain nombre d'inégalités qui iront s'accroissant, qui seront sanctionnées par un déséquilibre dans la population, par conséquent dans les forces militaires, et par conséquent on en arrivera donc à cette fameuse situation impériale dont l'équilibre européen, depuis le traité de Westphalie, a voulu affranchir l'Europe. C'est pour éviter cela que l'on établit la balance. Bon. D'une façon plus précise, dans le calcul mercantiliste et dans la manière dont le mercantilisme organise le calcul économico-politique des forces, on voit bien comment, en effet, on ne peut pas éviter, si du moins on veut empêcher que se réalise à nouveau une configuration impériale, comment on ne peut pas éviter, en effet, un équilibre européen. En effet, pour le mercantilisme, la concurrence entre États suppose que tout ce par quoi l'un des États s'enrichit peut, et à dire vrai, doit être prélevé sur la richesse des autres États. Autrement dit, ce qui est acquis par l'un, il faut l'enlever à l'autre. On ne peut s'enrichir qu'aux dépens des autres. Autrement dit, pour les mercantilistes, et ça est, je crois, un point important, pour le mercantilisme, le jeu économique est un jeu à somme nulle. Et c'est un jeu à somme nulle, tout simplement, à cause de la conception et de la pratique, d'ailleurs, monétariste du mercantilisme. Il existe une certaine quantité d'or dans le monde, puisque c'est l'or qui définit, mesure et constitue
la richesse de chaque État, il est bien entendu que chaque fois que l'un des États s'enrichira, il prélèvera sur le stock commun d'or et par conséquent appauvrira les autres. Le caractère monétariste de la politique et du calcul mercantiliste implique par conséquent qu'on ne puisse concevoir la concurrence qu'en forme de jeu à somme nulle et par conséquent d'enrichissement des uns aux dépens des autres. Et c'est précisément pour éviter que dans ce jeu à somme nulle, il y ait un gagnant et un seul, qu'il va falloir, en stricte logique économique, pour éviter ce phénomène, cette conséquence politique de la concurrence ainsi définie, il va falloir que s'établisse quelque chose comme un équilibre qui permettra d'interrompre en quelque sorte le jeu à un moment donné, c'est-à-dire lorsque les écarts entre les joueurs risqueront d'être trop importants, on arrêtera la partie, et c'est cela précisément en quoi consiste l'équilibre européen. C'est jusqu'à un certain point le problème pascalien. Qu'est-ce qui arrive lorsque, dans un jeu à somme nulle, on interrompt le jeu et on répartit les gains entre les partenaires? Interrompre le jeu de la concurrence par la diplomatie de l'équilibre européen, c'est cela qui est nécessairement impliqué par la conception et la pratique monétariste des mercantilistes. Bon, voilà le point de départ. Or, qu'est-ce qui va se passer en ce milieu du XVIIIe siècle dont je vous parle et où j'essaie de repérer la formation d'une nouvelle raison gouvernementale? Dans cette nouvelle raison d'État, ou cette raison du moindre État, qui trouve donc dans le marché sa véridiction de base et dans l'utilité sa juridiction de fait, il est bien entendu que les choses vont être tout à fait différentes. En effet, pour les physiocrates, mais d'ailleurs également pour Adam Smith, la liberté du marché peut et doit fonctionner d'une telle manière que s'établira à travers et grâce à cette liberté de marché ce qu'ils appellent le prix naturel ou le bon prix, etc. En tout cas, ce prix naturel ou ce bon prix est toujours tel qu'il sera profitable à qui? Au vendeur, mais aussi bien à l'acheteur. À l'acheteur et au vendeur à la fois, c'est-à-dire que les effets bénéfiques de la concurrence ne seront pas inégalement et nécessairement répartis entre l'un et l'autre, au profit de l'un, aux dépens de l'autre, mais le jeu légitime de la concurrence naturelle, c'est-à-dire de la concurrence à l'état libre, ce jeu ne peut amener qu'un profit double. L'oscillation du prix autour de la valeur, cette oscillation dont je vous montrais la dernière fois qu'elle était assurée, selon les physiocrates, selon Adam Smith, par la liberté du marché, eh bien cette oscillation fait fonctionner un mécanisme d'enrichissement mutuel. Maximum de profit du côté du vendeur, maximum, minimum, si vous voulez, de dépenses pour les acheteurs. On trouve donc cette idée qui va être maintenant au centre du jeu économique tel qu'il est défini par les libéraux, cette idée qu'en fait, l'enrichissement d'un pays, comme l'enrichissement d'un individu, ne peut effectivement s'établir à long terme et se maintenir que par un enrichissement mutuel. La richesse de mon voisin m'importe pour mon enrichissement même, et non pas au sens où les physiocrates ou les mercantilistes disaient qu'il faut bien que le voisin ait de l'or pour m'acheter mes produits, ce qui me permettra de l'appauvrir lui en m'enrichissant moi. Il faut que mon voisin soit riche parce que mon voisin sera riche dans la mesure même où je m'enrichirai par mon commerce et mon commerce mutuel avec lui. Enrichissement par conséquent corrélatif, enrichissement en bloc, enrichissement régional, où l'Europe tout entière sera riche, où l'Europe tout entière sera pauvre. Il n'y a plus de gâteau à partager. On entre dans l'âge d'une historicité économique qui va être commandée par l'enrichissement, sinon indéfini, du moins l'enrichissement réciproque par le jeu même de la concurrence. Je crois que commence à se dessiner là
quelque chose de très important et dont les conséquences, vous le savez bien, sont loin d'être épuisées, se dessine là quelque chose qui est une nouvelle idée de l'Europe. Une Europe qui n'est plus du tout l'Europe impériale et carolingienne, héritant plus ou moins de l'Empire romain et se référant à des structures politiques bien particulières. Ce n'est pas non plus, ce n'est déjà plus l'Europe classique de la balance, de l'équilibre entre les forces, établie de telle manière que jamais la force de l'un ne l'emporte d'une façon qui serait trop déterminante sur l'autre. C'est une Europe de l'enrichissement collectif, c'est une Europe comme sujet économique collectif qui a, quelle que soit la concurrence qui s'établit entre les États, ou plutôt à travers même la concurrence qui s'établit entre les États, qui a à s'avancer dans une voie qui sera celle du progrès économique illimité. Cette idée d'un progrès qui est un progrès européen est, je crois, un thème fondamental dans le libéralisme et qui, vous voyez, fait entièrement basculer au fond les thèmes de l'équilibre européen, quand bien même ces thèmes-là ne disparaissent pas tout à fait. D'autres termes, si vous voulez, nous sommes sortis à partir de cette conception physiocratique, la conception d'Adam Smith, nous sommes sortis d'une conception du jeu économique qui serait à somme nulle. Mais, pour que le jeu économique ne soit plus un jeu à somme nulle, faut-il encore qu'il y ait, si vous voulez, des entrées permanentes et continues. Autrement dit, si cette liberté du marché, qui doit assurer l'enrichissement réciproque, corrélatif, plus ou moins simultané de tous les pays d'Europe, pour que ceci puisse jouer, pour que cette liberté de marché puisse ainsi s'ouvrir sur un jeu, ou plutôt se dérouler selon un jeu qui n'est pas à somme nulle, faut-il encore convoquer autour de l'Europe et pour l'Europe un marché de plus en plus étendu et, à la limite, la totalité même de ce qui peut être mis dans le monde sur le marché. Autrement dit, c'est bien à une mondialisation du marché qu'on se trouve ainsi invité dès lors que l'on pose en principe et que l'on pose en objectif aussi que l'enrichissement de l'Europe doit se faire non pas par l'appauvrissement des uns et l'enrichissement des autres, mais comme un enrichissement collectif et un enrichissement indéfini. Le caractère indéfini du développement économique de l'Europe, l'existence par conséquent d'un jeu à somme non nulle, implique bien entendu que le monde tout entier soit convoqué autour de l'Europe pour échanger dans un marché qui sera le marché européen ses propres produits et les produits de l'Europe. Bon, bien entendu, je ne veux pas dire par là que c'est la première fois que l'Europe pense au monde ou que l'Europe pense le monde. Je veux dire simplement que c'est peut-être la première fois que l'Europe en tant qu'unité économique, que sujet économique, se présente ainsi au monde, ou réfléchit le monde comme pouvant et devant être son domaine économique. C'est la première fois, si vous voulez, que l'Europe, me semble-t-il, apparaît à ses propres yeux comme devant avoir le monde pour marché indéfini. L'Europe n'est plus simplement en état de convoitise par rapport à toutes les richesses du monde qui miroitaient dans ses rêves ou dans ses perceptions. L'Europe est maintenant en état d'enrichissement permanent et collectif par sa propre concurrence, à condition que ce soit le monde entier qui constitue son marché. Bref, le calcul d'une balance européenne était à l'époque du mercantilisme, à l'époque de la raison d'État, à l'époque de l'état de police, etc. Le calcul d'une balance européenne était ce qui permettait de bloquer les conséquences d'un jeu économique qui était conçu comme fini. Maintenant, c'est l'ouverture d'un marché mondial qui va permettre
que le jeu économique ne soit pas fini et que par conséquent, les conséquences conflictuelles, les effets conflictuels d'un marché fini soient évités. Mais cette organisation, enfin cette ouverture du jeu économique sur le monde implique évidemment une différence de nature et de statut entre l'Europe et le reste du monde, c'est-à-dire que d'un côté, ce sera l'Europe, les Européens qui seront les joueurs, et le monde, eh bien, il sera l'enjeu. Le jeu est en Europe, mais l'enjeu, c'est le monde. Il me semble que l'on a là un des traits fondamentaux de ce nouvel art de gouverner qui est indexé au problème du marché et de la juridiction du marché. Bien sûr, ce n'est pas là, dans cette organisation, dans cette réflexion, en tout cas, sur la position réciproque du monde et de l'Europe, ce n'est pas là le début de la colonisation. Il y avait bien longtemps que celle-ci avait commencé. Je ne pense pas non plus que ce soit là le début de l'impérialisme au sens moderne ou contemporain du terme, car vraisemblablement c'est plus tard, au XIXe siècle, qu'on voit la formation de ce nouvel impérialisme. Mais disons qu'on a là le début d'un nouveau type de calcul planétaire dans la pratique gouvernementale européenne. Cette apparition d'une nouvelle forme de rationalité planétaire, cette apparition d'un nouveau calcul aux dimensions du monde, je pense qu'on pourrait en trouver bien des signes, on cite simplement quelques-uns. Prenez par exemple l'histoire du droit de la mer au XVIIIe siècle. La manière dont, en termes de droit international, on a essayé de penser le monde, ou du moins la mer, comme un espace de libre concurrence, de libre circulation maritime, par conséquent comme une des conditions nécessaires à l'organisation d'un marché mondial. Toute l'histoire de la piraterie, la manière dont elle a été à la fois utilisée, encouragée, combattu, supprimé, etc. Toute l'histoire de la piraterie pourrait apparaître également comme un des aspects de cette élaboration d'un espace planétaire en fonction d'un certain nombre de principes de droit. Disons qu'il y a eu une juridification du monde qui est à penser en termes d'organisation d'un marché. Autre exemple encore de cette apparition d'une rationalité gouvernementale qui a pour horizon la planète tout entière, eh bien, les projets de paix et d'organisation internationale au XVIIIe siècle. Si vous prenez ceux qui existaient, car il en a existé dès le XVIIe siècle, vous apercevez que tous ces projets de paix sont articulés essentiellement sur justement l'équilibre européen, c'est-à-dire la balance exacte des forces réciproques entre les différents États importants, ou entre les différentes coalitions d'États importants, ou entre les États importants et une coalition de petits États, etc. À partir du XVIIIe siècle, l'idée de paix perpétuelle et l'idée d'organisation internationale s'articulent, je crois, tout autrement. Ce n'est plus tellement la limitation des forces internes de chaque État qui est appelée comme garantie et fondement d'une paix perpétuelle. Ce n'est pas la limitation des forces internes, c'est plutôt l'illimitation du marché extérieur. Plus le marché extérieur sera large, moins il aura de frontières et de limites, plus on aura là la garantie de la paix perpétuelle. Si vous prenez par exemple le texte de Kant sur le projet de paix perpétuelle qui date donc de 1795, extrême fin du XVIIIe siècle, vous avez un chapitre qui s'appelle la garantie de la paix perpétuelle. Et cette garantie de la paix perpétuelle, comment est-ce que Kant la conçoit ? Bien, il dit au fond, cette paix perpétuelle, ce qui la garantit dans l'histoire, ce qui la garantit à travers l'histoire, et ce qui nous promet qu'elle pourra effectivement un jour prendre figure et forme à l'intérieur de l'histoire, qu'est-ce que c'est ? La volonté des hommes, leur l'entente entre eux, les combinaisons politiques et diplomatiques qu'ils auront pu échafauder, l'organisation de droits qu'ils auront mis sur place entre eux, pas du tout. C'est la nature. Tout comme chez les physiocrates, c'était la nature
qui garantissait la bonne régulation du marché. Et comment est-ce que la nature garantit la paix perpétuelle? Eh bien, dit Kant, c'est très simple. La nature a tout de même fait des choses absolument merveilleuses, puisqu'elle est arrivée, par exemple, à faire vivre non seulement des animaux, mais même des gens, dans des pays pas possibles, complètement brûlés par le soleil ou gelés par des glaces éternelles. Les gens vivent malgré tout. Ce qui prouve qu'il n'y a pas une seule partie du monde où les hommes ne puissent vivre, mais pour que les hommes puissent vivre, faut-il encore qu'ils puissent se nourrir? Faut-il encore qu'ils puissent produire leur nourriture? Faut-il encore qu'ils aient entre eux une organisation sociale? Faut-il encore qu'ils puissent échanger entre eux ou avec les hommes d'autres régions leurs produits? La nature a voulu que le monde tout entier et sur toute sa surface soit livré à une activité économique qui est celle de la production et de l'échange. Et à partir de là, la nature a prescrit à l'homme un certain nombre d'obligations qui sont à la fois pour l'homme des obligations juridiques, mais que la nature leur a en quelque sorte dictées en sous-main, qu'elle a en quelque sorte marquées en creux dans la disposition même des choses, de la géographie, du climat, etc. Et ces dispositions sont lesquelles? Premièrement, que les hommes individuellement puissent avoir les uns avec les autres des relations d'échange, appuyées sur la propriété, etc. Et c'est cela que cette prescription de la nature, ce précepte de la nature que les hommes vont reprendre en obligation juridique, et ce sera le droit civil. Deuxièmement, la nature a voulu que les hommes soient répartis à travers le monde en régions distinctes et qu'ils aient dans ces régions, qu'ils aient entre eux, dans chacune de ces régions, des relations privilégiées qu'ils n'auront pas avec les habitants des autres régions. Et c'est cela, c'est ce précepte de la nature que les hommes ont repris en termes de droit en constituant des États séparés les uns des autres et qui entretiennent entre eux un certain nombre de relations juridiques. Ce sera le droit international. Mais en plus, la nature a voulu qu'entre ces États existent non seulement des relations juridiques qui garantissent l'indépendance, mais également des relations commerciales qui traversent les frontières des États et qui par conséquent rendent poreuses en quelque sorte les indépendances juridiques de chaque État. Ces relations commerciales parcourent le monde tout comme la nature a voulu, et dans la mesure même où la nature a voulu que le monde tout entier soit peuplé, et c'est cela qui va constituer le droit cosmopolite ou le droit commercial, dit Kant. Et cet édifice, droit civil, droit international, droit cosmopolite, n'est rien d'autre chose que la reprise par l'homme sous forme d'obligation de ce qui avait été un précepte de la nature, et dans cette mesure-là, on peut dire que le droit, dans la mesure où il reprend le précepte même de la nature, le droit va pouvoir promettre ce qui était en quelque sorte dessiné déjà dès le premier geste de la nature quand elle avait peuplé le monde tout entier. Ça promet déjà quelque chose comme la paix perpétuelle. La paix perpétuelle, elle est garantie par la nature, et cette garantie, elle est manifestée par le peuplement du monde tout entier et le réseau des relations commerciales qui se tendent à travers tout le monde. La garantie de la paix perpétuelle, c'est donc en effet la planétarisation commerciale. Bon, il faudrait sans doute ajouter bien des choses, et en tout cas répondre tout de suite à une objection. Quand je vous dis qu'on a là, dans cette pensée des physiocrates, d'Adam Smith, de Kant aussi, des juristes du XVIIIe siècle, quand je dis qu'on a là la manifestation d'une nouvelle forme de calcul politique à l'échelle internationale, je ne veux pas dire du tout que toute autre forme et de réflexion et de calcul et d'analyse, toute autre pratique gouvernementale disparaît tout autant. Car s'il est vrai que se découvre à cette époque quelque chose comme un marché mondial
et planétaire. Si se découvre à ce moment-là la position privilégiée s'affirme à ce moment-là la position privilégiée de l'Europe par rapport à ce marché mondial, si s'affirme également à cette époque l'idée que la concurrence entre États européens est un facteur de l'enrichissement commun, bien entendu, l'histoire le prouve par tous les bouts, ça ne veut pas dire pour autant qu'on entre dans une époque de paix européenne et de planétarisation pacifique de la politique. Après tout, avec le XIXe siècle, on entre dans la pire époque de la concurrence, de la guerre des tarifs douaniers, des protectionnismes économiques, des économies nationales, des nationalismes politiques, des grandes guerres que le monde ait connues, etc. Je crois, et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que apparaît simplement à ce moment-là une certaine forme de réflexion, d'analyse et de calcul, certaines formes d'analyse et de calcul qui s'intègrent en quelque sorte à des pratiques politiques qui peuvent obéir parfaitement à un autre type de calcul, à une autre économie de pensée, à une autre économie, à une autre pratique du pouvoir. Il suffirait par exemple de voir ce qui s'est passé au moment du traité de Vienne. Au moment du traité de Vienne en 1815. Bon, on peut dire qu'on a là la manifestation la plus éclatante de ce qui avait été si longtemps cherché au XVIIe et au XVIIIe siècle, à savoir une balance européenne. De quoi s'agissait-il en effet? Il s'agissait de mettre un terme à ce qui était apparu comme la résurrection de l'idée impériale avec Napoléon. Parce que c'est bien ça le paradoxe historique de Napoléon, c'est que si, au niveau de sa politique intérieure, et ça c'est manifeste d'après les interventions qu'il faisait au Conseil d'État et la manière dont il réfléchissait sa propre pratique gouvernementale, Napoléon, manifestement, est complètement hostile à l'idée d'un État de police. Et son problème, c'est bien effectivement de savoir comment limiter de l'intérieur la pratique gouvernementale. En revanche, dans sa politique extérieure, on peut dire que Napoléon est parfaitement archaïque, dans la mesure où il a voulu reconstituer quelque chose comme la configuration impériale contre laquelle toute l'Europe depuis le XVIIe siècle s'était dressée. À dire vrai, l'idée impériale pour Napoléon, si tant est qu'on puisse la reconstituer, malgré le silence tout de même stupéfiant des historiens sur ce thème, il semble que l'idée impériale de Napoléon ait répondu à trois objectifs. Premièrement, et ça je vous l'avais dit je crois l'an dernier, l'idée impériale en termes de politique intérieure, si l'on en juge d'après ce que les historiens et les juristes du XVIIIe siècle disaient sur l'Empire carolingien, l'Empire c'était la garantie des libertés intérieures. Et l'Empire s'opposait à la monarchie, non pas comme un plus de pouvoir, mais au contraire comme un moins de pouvoir et une moindre gouvernementalité. Et d'un autre côté, l'Empire était une manière de reconstituer, vraisemblablement à partir de ce qui constituait l'illimitation des objectifs révolutionnaires, c'est-à-dire révolutionner le monde tout entier, eh bien, l'Empire était une manière de reprendre ce projet révolutionnaire qui venait de faire irruption en France en 1792-93 et de le reprendre dans l'idée, alors elle, archaïque, d'une domination impériale héritière des formes carolingiennes ou des formes, de la forme du Saint-Empire. Ce mélange entre l'idée d'un empire qui intérieurement garantit des libertés, d'un empire qui serait la mise en forme européenne du projet révolutionnaire illimité, et enfin d'un empire qui serait la reconstitution de la forme carolingienne ou allemande ou autrichienne de l'empire, c'est tout cela qui a constitué l'espèce de capharnaüm qui constitue la politique impériale chez Napoléon. Bon. Le problème du traité de Vienne, c'était bien entendu de refermer en quelque sorte cette illimitation impériale. C'était bien entendu de rétablir l'équilibre européen, mais au fond avec deux objectifs différents. Vous aviez l'objectif autrichien et vous aviez l'objectif anglais. L'objectif
autrichien, c'était quoi? Eh bien, c'était de reconstituer un équilibre européen dans l'ancienne forme, celle du XVIIe et du XVIIIe siècle, faire en sorte qu'aucun pays ne puisse l'emporter en Europe sur les autres. Et l'Autriche était absolument liée à un projet comme celui-là, dans la mesure où elle-même constituait d'un certain nombre d'États différents les uns des autres. N'organisant ces États que dans la forme de l'ancien État de police, l'Autriche n'avait qu'un gouvernement administratif, eh bien cette pluralité d'États de police au cœur de l'Europe impliquait que l'Europe elle-même soit au fond modelée sur ce schéma ancien qui était une multiplicité d'États de police équilibrés entre eux. L'Europe devait être à l'image de l'Autriche pour que l'Autriche elle-même puisse subsister telle qu'elle était. Et dans cette mesure-là, le calcul de l'équilibre européen pour Metternich, on peut dire que c'était encore et toujours le calcul du XVIIIe siècle. Au contraire, pour l'Angleterre, l'équilibre européen qu'elle a cherché et qu'elle a imposé de concert avec l'Autriche au traité de Vienne. Qu'est-ce que c'était que cet équilibre européen? Eh bien, c'était une manière de régionaliser l'Europe, de limiter bien sûr la puissance de chacun des États européens, mais pour laisser à l'Angleterre un rôle politique et économique, le rôle de médiateur économique entre l'Europe et le marché mondial, de manière à mondialiser en quelque sorte l'économie européenne par la médiation, par le relais de la puissance économique de l'Angleterre. De sorte que là, on a un tout autre calcul de l'équilibre européen, qui est bien fondé sur ce principe de l'Europe comme région économique particulière, en face ou à l'intérieur d'un monde qui doit constituer pour elle un marché. Et le calcul de l'équilibre européen par l'Angleterre dans ce même traité de Vienne est tout à fait différent. De sorte que vous voyez qu'à l'intérieur d'une réalité historique unique, vous pouvez très bien trouver deux types de rationalité et de calcul politique entièrement différents. Bon, je m'arrête là pour ce qui concerne ces spéculations et je voudrais maintenant, avant de passer à l'analyse du libéralisme actuel en Allemagne et en Angleterre et en Amérique, je voudrais résumer un peu ce que je vous disais sur ces traits fondamentaux du libéralisme. Le libéralisme, ou en tout cas d'un certain art de gouverner qui se dessine au XVIIIe siècle. Donc, j'avais essayé de marquer trois traits: véridiction du marché, limitation par le calcul de l'utilité gouvernementale, et maintenant position de l'Europe comme région à développement économique illimité par rapport à un marché mondial. C'est cela que j'ai appelé le libéralisme. Pourquoi parler de libéralisme? Pourquoi parler d'art libéral de gouverner, alors qu'il est bien évident que les choses que j'ai évoquées et les traits que j'ai essayé de marquer visent au fond un phénomène beaucoup plus général que la pure et simple doctrine économique, ou que la pure et simple doctrine politique, ou que le pur et simple choix économico-politique du libéralisme au sens strict. Au fond, si on reprend les choses d'un peu plus loin, si on les reprend à leur origine, vous voyez bien que ce qui caractérise ce nouvel art de gouverner dont je vous ai parlé, ça serait beaucoup plutôt le naturalisme que le libéralisme. Dans la mesure, en effet, où cette liberté dont il est parlé par les physiocrates, par Adam Smith, etc., cette liberté, c'est beaucoup plus la spontanéité, la mécanique interne et intrinsèque des processus économiques qu'une liberté juridique reconnue en tant que telle aux individus. Et même encore chez Kant, qui n'est tout de même pas tellement d'économiste et qui est beaucoup plus un juriste, même chez Kant, vous avez vu que la paix perpétuelle, elle est garantie non pas par le droit, mais par la nature. En fait, c'est comme un naturalisme gouvernemental qui se dessine en ces milieux du XVIIIe siècle. Et pourtant, je crois qu'on peut parler de libéralisme, on peut parler de oui, on pourrait vous dire aussi, mais enfin ça j'y reviendrai, que ce naturalisme qui est, je crois, foncier
en tout cas originaire dans cet art de gouverner. Ce naturalisme, il apparaît très clairement dans la conception physiocratique du despotisme éclairé. Bon, j'y reviendrai plus longuement, mais en 2 mots. Quand les physiocrates découvrent qu'en effet, il y a des mécanismes spontanés de l'économie que tout gouvernement se doit de respecter s'il ne veut pas induire des effets opposés, inverses même de ses objectifs, eh bien, quand les physiocrates découvrent cela, ils en tirent quelles conséquences? Qu'il faut donner aux hommes la liberté d'agir comme ils veulent, que les gouvernements doivent reconnaître les droits naturels, fondamentaux, essentiels des individus, que le gouvernement doit être le moins autoritaire possible. Pas du tout. Ce que les physiocrates déduisent de cela, c'est que le gouvernement se doit de connaître dans leur nature intime et complète ces mécanismes économiques. Une fois qu'il les a connus, il doit bien entendu s'engager à respecter ces mécanismes. Mais respecter ces mécanismes ne veut pas dire qu'il va se donner une armature juridique respectant les libertés individuelles et les droits fondamentaux des individus. Ça voudra dire simplement qu'il va armer sa politique d'une connaissance précise, continue, claire et distincte de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans le marché, de ce qui se passe dans les circuits économiques, de sorte que la limitation de son pouvoir ne sera pas donnée par le respect de la liberté des individus, mais simplement par l'évidence de l'analyse économique qu'il saura respecter. Il se limite par l'évidence, il ne se limite pas par la liberté des individus. Bon, donc si vous voulez, c'est bien un naturalisme qu'on voit apparaître au milieu du XVIIIe siècle, beaucoup plus qu'un libéralisme. Bon. Je crois cependant qu'on peut employer le mot de libéralisme dans la mesure où la liberté est tout de même au cœur de cette pratique ou des problèmes qui sont posés à cette pratique. En effet, je crois qu'il faut bien s'entendre. Si on parle de libéralisme à propos de ce nouvel art de gouverner, ça ne veut pas dire, il ne faut pas comprendre que l'on est en train de passer d'un gouvernement qui était autoritaire au XVIIe et au début du XVIIIe siècle à un gouvernement qui devient plus tolérant, plus laxiste et plus souple. Je ne veux pas dire que ça ne soit pas ça, mais je ne veux pas dire non plus que ça soit ça. Je veux dire qu'il ne me semble pas qu'une proposition comme celle-ci puisse avoir beaucoup de sens historique ou politique. Je n'ai pas voulu dire que la quantité de liberté avait augmenté entre le début du XVIIIe siècle et, disons, le XIXe. Je ne l'ai pas dit pour 2 raisons. L'une, si vous voulez, de fait, et l'autre de méthode ou de principe. L'une de fait, parce que, est-ce que ça a beaucoup de sens de dire, ou simplement de se demander, si une monarchie administrative, comme celle que connaissait par exemple la France au XVIIe ou XVIIIe siècle, avec toutes ces grosses machineries lourdes, pesantes, sans souplesse, avec les privilèges statutaires qu'elle était obligée de reconnaître, avec l'arbitraire des décisions laissées aux uns et aux autres, avec toutes les lacunes de ces instruments, est-ce que ça a un sens de dire que cette monarchie administrative laissait plus ou moins de liberté qu'un régime, disons, libéral, mais qui se donne pour tâche de prendre en charge continuellement, efficacement les individus, leur bien-être, leur santé, leur travail, leur manière d'être, leur manière de se conduire, jusqu'à leur manière de mourir, etc. Donc, jauger la quantité de liberté entre un système et un autre n'a, je crois, de fait, pas beaucoup de sens, et on ne voit pas quel type de démonstration, quel type de jauge ou de mesure on pourrait appliquer. Et ceci nous conduit à la seconde raison qui, elle, est plus fondamentale, me semble-t-il, c'est qu'il ne faut pas considérer que la liberté, ça soit un universel qui présenterait à travers le temps un accomplissement progressif, ou des variations quantitatives, ou des amputations plus ou moins graves, des occultations plus ou moins importantes. Ce n'est pas un universel qui se particulariserait avec le temps
et avec la géographie. La liberté, ce n'est pas une surface blanche avec ici et là, et de temps en temps, des cases noires plus ou moins nombreuses. La liberté, ce n'est jamais rien d'autre, mais c'est déjà beaucoup, ce n'est jamais rien d'autre qu'un rapport actuel entre gouvernants et gouvernés, un rapport où la mesure du trop peu de liberté qui existe, eh bien cette mesure, elle est donnée par le encore plus de liberté qui est demandé. Si bien que quand je dis libéral, je ne vise pas par conséquent une forme de gouvernementalité qui laisserait plus de cases blanches à la liberté. Je vais dire autre chose. Si j'emploie le mot libéral, c'est d'abord parce que cette pratique gouvernementale qui est en train de se mettre en place, cette pratique gouvernementale ne se contente pas de respecter telle ou telle liberté, de garantir telle ou telle liberté. Plus profondément, elle est consommatrice de liberté. Elle est consommatrice de liberté dans la mesure où elle ne peut fonctionner que dans la mesure où il y a effectivement un certain nombre de libertés. Liberté du marché, liberté du vendeur et de l'acheteur, libre exercice du droit de propriété, liberté de discussion, éventuellement liberté d'expression, etc. La nouvelle raison gouvernementale a donc besoin de liberté. Le nouvel art gouvernemental consomme de la liberté. Consomme de la liberté, c'est-à-dire qu'il est bien obligé d'en produire. Il est bien obligé d'en produire, il est bien obligé de l'organiser. Le nouvel art gouvernemental va donc se présenter comme gestionnaire de la liberté. Non pas au sens de l'impératif « sois libre », avec la contradiction immédiate que cet impératif peut porter. Ce n'est pas le « sois libre » que formule le libéralisme. Le libéralisme formule ceci simplement: je vais te produire de quoi être libre, je vais faire en sorte que tu sois libre d'être libre. Mais du même coup, si ce libéralisme n'est pas tellement l'impératif de la liberté que la gestion et l'organisation des conditions auxquelles on peut être libre, vous voyez bien que s'instaure au cœur même de cette pratique libérale un rapport problématique, toujours différent, toujours mobile, entre la production de la liberté et ceux-là même qui, en la produisant, risquent de la limiter et de la détruire. Le libéralisme, au sens où je l'entends, ce libéralisme que l'on peut caractériser comme le nouvel art de gouverner formé au XVIIIe siècle, implique en son cœur un rapport production-destruction par rapport à la liberté. Produire la liberté, mais ce geste même implique que de l'autre, on établisse des limitations, des contrôles, des coercitions, des obligations appuyées sur des menaces, etc. De cela, on a évidemment mis l'exemple. Il faut la liberté du commerce, bien sûr, mais comment la liberté du commerce pourra-t-elle effectivement s'exercer si on ne contrôle pas, si on ne limite pas, si on n'organise pas toute une série de choses, de mesures, de prévention, etc., qui éviteront les effets d'hégémonie d'un pays sur les autres, hégémonie qui aurait précisément pour effet de limiter et borner la liberté du commerce. C'est le paradoxe que m'ont rencontré tous les pays européens et les États-Unis dès le début du XIXe siècle, lorsque, convaincus par les économistes de la fin du XVIIIe siècle, les gouvernants voudront faire régner l'ordre de la liberté commerciale et qu'ils rencontreront l'hégémonie britannique. Et c'est pour sauver la liberté du commerce que les gouvernants américains, par exemple, qui pourtant s'étaient servis de ce problème de la liberté du commerce pour se révolter contre l'Angleterre, eh bien, les dirigeants américains établiront dès le début du XIXe siècle des tarifs douaniers protecteurs pour sauver une liberté du commerce qui serait compromise par l'hégémonie anglaise. Bon, même chose, liberté du marché intérieur, bien sûr, mais encore faut-il que pour qu'il y ait marché, qu'il y ait non seulement vendeurs, mais également acheteurs. Nécessité par conséquent, si besoin est, de soutenir le marché et de créer des acheteurs par des mécanismes d'assistance.
Pour qu'il y ait liberté du marché intérieur, il ne faut pas qu'il y ait d'effet monopolistique. Nécessité d'une législation anti-monopole. Liberté du marché du travail. Mais faut-il encore qu'il y ait des travailleurs en assez grand nombre, des travailleurs suffisamment compétents et qualifiés, des travailleurs qui soient politiquement désarmés pour ne pas faire pression sur le marché du travail. Et on a là tout l'appel, une sorte d'appel d'air pour une formidable législation, pour une formidable quantité d'interventions gouvernementales qui seront la garantie de la production de liberté dont on a besoin précisément pour gouverner. En gros, si vous voulez, la liberté du comportement dans le régime libéral, dans l'art libéral de gouverner, cette liberté de comportement, elle est impliquée, elle est appelée, on en a besoin, elle va servir de régulateur, mais faut-il encore qu'elle ait été produite et faut-il encore qu'elle ait été organisée. Donc, la liberté dans le régime du libéralisme n'est pas une donnée. La liberté n'est pas une région toute faite qu'on aurait à respecter, ou si elle l'est, ce ne l'est que partiellement, régionalement, dans tel ou tel cas, etc. La liberté, c'est quelque chose qui se fabrique à chaque instant. Le libéralisme, ce n'est pas ce qui accepte la liberté, le libéralisme, c'est ce qui se propose de la fabriquer à chaque instant, de la susciter et de la produire, avec bien entendu tous les problèmes de contrainte, les problèmes de coût que pose cette fabrication. Quel va être alors le principe de calcul de ce coût de la fabrication de la liberté? Bien, le principe de calcul, c'est bien entendu ce qu'on appelle la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire que le libéralisme, ou l'art libéral de gouverner, va se trouver contraint de déterminer exactement dans quelle mesure et jusqu'à quel point l'intérêt individuel, les différents intérêts individuels dans ce qu'ils ont de divergents les uns des autres, éventuellement opposés, dans quelle mesure ces intérêts individuels ne vont pas constituer un danger pour l'intérêt de tous. Problème de sécurité. Protéger l'intérêt individuel contre les intérêts protéger l'intérêt collectif contre les intérêts individuels. Inversement, même chose. Il va falloir protéger les intérêts individuels contre tout ce qui pourrait apparaître par rapport à eux comme empiètement venant de l'intérêt collectif. Il faut encore que la liberté des processus économiques ne soit pas un danger pour les entreprises, un danger pour les travailleurs. Il ne faut pas que la liberté des travailleurs devienne un danger pour l'entreprise et pour la production. Il ne faut pas que les accidents individuels, que tout ce qui peut arriver dans la vie à quelqu'un, que ce soit la maladie ou que ce soit cette chose qui arrive de toute façon et qui est la vieillesse, constitue un danger et pour les individus et pour la société. Bref, à tous ces impératifs qui sont veillés à ce que la mécanique des intérêts ne provoque pas des dangers, soit pour les individus, soit pour la collectivité, à tout cela doivent répondre des stratégies de sécurité, qui sont en quelque sorte l'envers et la condition même du libéralisme. La liberté et la sécurité, le jeu liberté et sécurité, c'est cela qui est au cœur même de cette nouvelle raison gouvernementale dont je vous donnais les caractères généraux. Liberté et sécurité, c'est cela qui va animer de l'intérieur, en quelque sorte, les problèmes de ce que j'appellerais l'économie de pouvoir propre au libéralisme. En gros, on peut dire ceci, c'est que dans l'ancien système politique de la souveraineté, il existait entre le souverain et le sujet toute une série de rapports juridiques et de rapports économiques qui engageaient et qui obligeaient même le souverain à protéger le sujet. Mais cette protection, elle était en quelque sorte extérieure. Le sujet pouvait demander à son souverain d'être protégé contre l'ennemi extérieur ou d'être protégé contre l'ennemi intérieur.
Dans le cas du libéralisme, c'est tout autre chose. Ce n'est plus simplement cette espèce de protection extérieure de l'individu lui-même qui doit être assuré. Le libéralisme s'engage dans un mécanisme où il aura à chaque instant à arbitrer la liberté et la sécurité des individus autour de cette notion de danger. Au fond, si d'un côté, c'est ce que je vous disais la dernière fois, le libéralisme, c'est un art de gouverner qui manipule fondamentalement les intérêts, il ne peut pas, et c'est là le revers de la médaille, il ne peut pas manipuler les intérêts sans être en même temps gestionnaire des dangers et des mécanismes de sécurité-liberté, du jeu sécurité-liberté qui doit assurer que les individus seront le moins possible, les individus ou la collectivité seront le moins possible exposés au danger. Cela, bien sûr, entraîne un certain nombre de conséquences. On peut dire qu'après tout, la devise du libéralisme, c'est vivre dangereusement. C'est vivre dangereusement, c'est-à-dire que les individus sont mis perpétuellement en situation de danger, ou plutôt, ils sont conditionnés à éprouver leur situation, leur vie, leur présent, leur avenir, etc., comme étant porteurs de danger. Et c'est cette espèce de stimulus du danger qui va être, je crois, une des implications majeures du libéralisme. Toute une éducation du danger, toute une culture du danger apparaît en effet au XIXe siècle, qui est très différente de ces grands rêves, de ces grandes menaces de l'apocalypse comme la peste, la mort, la guerre, etc., dont l'imagination politique et cosmologique du Moyen-Âge, du XVIIe encore, s'alimente. Disparition des cavaliers de l'Apocalypse et, au contraire, apparition, émergence, invasion des dangers quotidiens perpétuellement animés, réactualisés, mis en circulation par donc ce qu'on pourrait appeler la culture politique du danger au XIXe siècle, et qui a toute une série d'aspects, que ce soit par exemple, vous prenez la campagne du début du XIXe siècle sur les caisses d'épargne, vous voyez l'apparition de la littérature policière et de l'intérêt journalistique pour le crime à partir du milieu du XIXe siècle. Vous voyez toutes les campagnes concernant la maladie et l'hygiène. Regardez tout ce qui se passe aussi autour de la sexualité, la crainte de la dégénérescence de l'individu, de la famille, de la race, de l'espèce humaine. Enfin, de partout, vous voyez cette stimulation de la crainte du danger, qui est en quelque sorte la condition, le corrélatif psychologique et culturel interne du libéralisme. Pas de libéralisme sans culture du danger. Deuxième conséquence, bien sûr, de ce libéralisme, et de cet art libéral de gouverner, c'est la formidable extension des procédures de contrôle, de contrainte, de coercition, qui vont constituer comme la contrepartie et le contrepoids des libertés. J'ai assez insisté sur le fait que ces fameuses grandes techniques disciplinaires qui reprennent en charge le comportement des individus au jour le jour et jusque dans son détail le plus fin, eh bien ces techniques disciplinaires, elles sont exactement contemporaines dans leur développement, dans leur explosion, dans leur dissémination à travers la société, contemporaines exactement de l'âge des libertés. Liberté économique, libéralisme au sens que je viens de dire, et techniques disciplinaires, là encore, les deux choses sont parfaitement liées. Et ce fameux panoptique que, au début de sa vie, enfin en 1792-95, Bentham présentait comme devant être la formule par laquelle, pour la procédure par laquelle on allait pouvoir, à l'intérieur d'institutions déterminées comme les écoles, les ateliers, les prisons, etc., surveiller la conduite des individus en augmentant la rentabilité, la productivité même de leur activité. À la fin de sa vie, dans ses tentatives, dans son projet de codification générale de la législation anglaise, Bentham le présentera comme devant être la formule du gouvernement tout entier, en disant le panoptique, au fond, c'est la formule même d'un gouvernement libéral, parce qu'au fond, qu'est-ce que doit faire un gouvernement? Il doit bien entendu laisser place à tout ce qui peut être la mécanique naturelle
et des comportements et de la production, il doit laisser la place à ces mécanismes et il ne doit avoir sur eux aucune autre forme d'intervention, du moins en première instance, que celle de la surveillance. Et c'est uniquement lorsque le gouvernement, limité d'abord à sa fonction de surveillance, verra que quelque chose ne se passe pas comme le veut la mécanique générale des comportements, des échanges, de la vie économique, etc., qu'il aura à intervenir. Le panoptisme n'est pas une mécanique régionale et limitée à des institutions. Le panoptisme, pour Bentham, c'est bien une formule politique générale qui caractérise un type de gouvernement. Troisième conséquence, donc la seconde étant la conjonction entre les disciplines et le libéralisme, c'est l'apparition aussi, dans ce nouvel art de gouverner, c'est l'apparition de mécanismes qui ont pour fonction de produire, d'insuffler, de majorer des libertés, d'introduire un plus de liberté par un plus de contrôle et d'intervention. C'est-à-dire que là, le contrôle n'est plus simplement, comme dans le cas du panoptisme dont je vous parlais tout à l'heure, le contrepoids nécessaire à la liberté, c'en est le principe moteur. Et là, on en trouverait aussi bien des exemples, ne serait-ce que ce qui s'est passé, par exemple, en Angleterre et aux États-Unis au cours du XXe siècle, disons au cours des années 30, lorsque la crise économique se développant, on a immédiatement perçu non seulement les conséquences économiques, mais les conséquences politiques de cette crise économique, et qu'on y a vu un danger pour un certain nombre de libertés considérées comme fondamentales, et la politique du welfare mise en place par Roosevelt, par exemple, à partir de 1932, cette politique de welfare était une manière de produire et de garantir et de produire dans une situation périlleuse de chômage plus de liberté, liberté du travail, liberté de consommation, liberté politique, etc. À quel prix? Au prix précisément de toute une série d'interventions artificielles, d'interventions volontaristes, d'interventions économiques directes dans le marché, qui ont constitué précisément les mesures fondamentales du welfare, qui seront à partir de 1946, qui seront même d'ailleurs dès le départ, caractérisées comme étant en elles-mêmes les menaces de despotisme, les menaces d'un nouveau despotisme. On ne garantit les libertés démocratiques dans ce cas-là que par un interventionnisme économique qui est dénoncé comme étant une menace pour les libertés. De sorte qu'on arrive, si vous voulez, et c'est là, je crois aussi, un point qu'il va falloir retenir, cette idée que cet art libéral de gouverner, eh bien, finalement, il introduit de lui-même, ou il est victime de l'intérieur, par ce qu'on pourrait appeler des crises de gouvernementalité. Ces crises de gouvernementalité, ce sont des crises qui peuvent être dues à l'augmentation, par exemple, du coût économique de l'exercice des libertés. Regardez par exemple comment dans les textes de la tricontinentale de ces dernières années, on a essayé de projeter sur le plan économique du coût ce en quoi constituaient les effets, ce en quoi étaient constitués les effets de la liberté politique. Bon, problème donc, crise si vous voulez, ou conscience de crise à partir de la définition du coût économique de l'exercice des libertés. Vous pouvez avoir une autre forme de crise qui, elle, sera due à une inflation des mécanismes compensatoires de la liberté. C'est-à-dire que pour l'exercice de certaines libertés, comme par exemple la liberté du marché et la législation antimonopoliste, vous pouvez avoir la formation d'un carcan législatif qui sera éprouvé par les partenaires du marché comme étant un excès d'interventionnisme et un excès de contrainte et de coercition. Vous avez à un niveau beaucoup plus local alors tout ce qui peut apparaître comme révolte, intolérance disciplinaire. Vous avez enfin et surtout des processus d'engorgement qui font que les mécanismes producteurs de la liberté, ceux-là même que l'on a convoqués pour
assurer et fabriquer cette liberté, eh bien, vont produire en fait des effets destructeurs qui l'emportent même sur ce qu'ils produisent. C'est, si vous voulez, l'équivoque de tous ces dispositifs qu'on pourrait dire libérogènes, de tous ces dispositifs qui sont destinés à produire la liberté et qui éventuellement risquent de produire exactement l'inverse. C'est la crise précisément actuelle du libéralisme, c'est-à-dire que l'ensemble de ces mécanismes qui, depuis en gros les années 1925-1930, ont essayé de proposer des formules économiques et politiques qui garantissent les États contre le communisme, le socialisme, le national-socialisme, le fascisme. Ces mécanismes garantis de liberté mis en place pour produire ce plus de liberté, ou pour réagir en tout cas aux menaces qui pesaient sur cette liberté, eh bien ces mécanismes, ils ont été tous de l'ordre de l'intervention économique, c'est-à-dire de la mise en carcan, ou en tout cas de l'intervention coercitive dans le domaine de la pratique économique, que ce soit les libéraux allemands de l'école de Fribourg à partir de 1927-30, ou que ce soit les libéraux américains actuels, dits libertariens, dans un cas comme dans l'autre, ce à partir de quoi ils ont fait leur analyse, ce qui a servi de point d'ancrage de leur problème, c'est celui-ci, pour éviter ce moins de liberté qui serait entraîné par le passage au socialisme, au fascisme, au national-socialisme. On a mis en place des mécanismes d'intervention économique. Or, ces mécanismes d'intervention économique, est-ce que précisément ils n'introduisent pas subrepticement des types d'intervention? Est-ce qu'ils n'introduisent pas des modes d'action qui sont eux-mêmes au moins aussi compromettants pour la liberté que ces formes politiques visibles et manifestes que l'on veut éviter? Autrement dit, c'est bien les interventions de type Keynes qui vont être absolument au centre de ces différents débats. On peut dire qu'autour de Keynes, autour de la politique économique interventionniste qui a été mise au point entre les années 1930 et 1960, immédiatement avant la guerre, immédiatement après, contre cela, ou plutôt toutes ces interventions ont amené quelque chose que l'on peut appeler une crise du libéralisme, et c'est cette crise du libéralisme qui se manifeste dans un certain nombre de réévaluations, réestimations, nouveaux projets dans l'art de gouverner, formulés en Allemagne avant la guerre, immédiatement après la guerre, formulés en Amérique actuellement. Pour résumer, je voudrais dire ceci, et pour conclure, je voudrais dire ceci, c'est que s'il est vrai que le monde contemporain, enfin le monde moderne depuis le XVIIIe siècle, a bien été sans cesse traversé par un certain nombre de phénomènes que l'on peut appeler crise du capitalisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'il y a eu des crises du libéralisme qui, bien entendu, ne sont pas indépendantes de ces crises du capitalisme? Le problème des années 30 que j'évoquais tout à l'heure en est bien la preuve. Mais la crise du libéralisme n'est pas simplement la projection pure et simple, la projection directe de ces crises du capitalisme dans la sphère de la politique. Les crises du libéralisme, vous pouvez les trouver en liaison avec des crises économiques du capitalisme, vous pouvez les trouver aussi en décalage chronologique à l'égard de ces crises, et de toute façon, la manière même dont ces crises se manifestent, dont ces crises se gèrent, dont ces crises appellent des réactions, dont ces crises provoquent des réaménagements, tout ceci n'est pas directement déductible des crises du capitalisme. C'est la crise du dispositif général
de gouvernementalité, et il me semble que l'on pourrait faire l'histoire de ces crises du dispositif général de gouvernementalité tel qu'il a été mis en place au XVIIIe siècle. C'est ce que j'essaierai de faire cette année, alors en prenant en quelque sorte les choses rétrospectivement, c'est-à-dire partir de la manière dont on pose actuellement, dont on a posé au cours de ces 30 dernières années, on a pris conscience et formulé les éléments de cette crise du dispositif de gouvernementalité et essayer de retrouver alors dans l'histoire du XIXe siècle quelques-uns des éléments qui permettent d'éclairer la manière dont actuellement est éprouvée, vécue, pratiquée, formulée la crise du dispositif de gouvernementalité. Voilà.